Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aussi nombreux et nombreux chaque lundi pour la playlist de l'espace. Ça me fait vachement plaisir depuis septembre, que des bons retours, que des messages positifs, donc ça me touche énormément. Beaucoup d'invités de qualité aussi. D'ailleurs, je précise, si tu as un lien avec l'artistique, que tu sois sculpteur, programmateur, musicien, bon, il y en a beaucoup sur la playlist de l'espace, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, un message. On essaiera de se caler un petit épisode ensemble en 2023 à la cool, tranquille. Je rappelle le principe, on discute pendant une petite heure avec mon invité du jour et on essaie de faire la meilleure playlist de l'espace. Donc ça sera une playlist sans fil conducteur qui n'aura pas de sens mais qui aura au moins la volonté de ressembler vraiment à l'invité du jour. Aujourd'hui je finis mon triptyque, mon trinôme. J'ai commencé avec Clément Durin, l'ingé son. J'ai poursuivi avec Alex Houski, le monteur. Et maintenant, je suis avec le maître Liger, Gaël Liger. Je suis ravi de le retrouver après un an sans avoir discuté avec lui. Et il était venu sur Agen pour une masterclass avec Romain Morlot. Donc, je suis très, très, très content de le retrouver. Je vais nous dérocher un petit peu notre conversation. On a 1h30. Je vais essayer de raccourcir, sinon ça va faire un podcast assez long. Je ferai peut-être d'ailleurs des petits bonus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez des petits bonus de Maître Liger. Je vous laisse avec Gaël et moi pendant une petite heure. J'espère que vous allez kiffer cet épisode. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Gaël, bonjour. Salut Max. Enchanté de te retrouver. Très content de revenir aussi. De bon matin. Enfin là, ça a été une petite nuit, donc ça fait un peu de bon matin. Alors on va m'excuser, j'ai un peu les yeux qui se croisent et l'addiction qui est pas encore au top, mais c'est un vrai plaisir de te retrouver. Est-ce que tu as prévu des lasagnes pour ce matin? Non, pas ce matin, non. Ah bah putain, ouais, parce qu'il faut que vous sachiez, chers auditeurs, que la spécialité de Max, ce sont les lasagnes dans des quantités absolument effroyables. C'est-à-dire qu'il avait prévu pour nourrir une armée et on était 4 en fait. Et j'en ai encore des souvenirs émus parce qu'elles étaient très très bonnes. Merci. Ben, c'est vrai que j'arrive pas à faire pour 2 ou pour 3 quoi. C'est toujours dans tous les cas, si vous passez dans le coin et que vous n'avez pas de quoi manger, il y aura toujours de quoi manger à la maison. Il y aura toujours, tu sais, toujours un Tupperware de lasagne quelque part dans le frigo et tout. Mais c'est pas le genre de plat qui se prépare pour 2 ou 3 personnes. C'est un truc familial ou un truc copain, je pense. Toujours été habitué avec ma mère qui, à chaque fois il y avait du monde chez moi, donc du coup. Oui, et puis les parents toujours là, c'était ce truc de te faire 1000 fois trop à manger. Exactement. En disant mais ça va, t'en reveux? Bah non, c'est-à-dire que ça fait la 18e fois que tu me resserres, là je vais crever. Donc non, laisse-moi s'il te plaît et tout. Ah non, parce qu'il y a le dessert après. Oh merde. Et t'as toujours les grand-mères qui disent oh putain mais il mange rien en ce moment, il est malade. Non mais c'est ça. Oh mais tu manges pas beaucoup. C'est ça. Bah, si, mais quand même. Enfin, c'est-à-dire que j'ai 36 ans maintenant. Si je mange à la même fréquence que ce que je faisais quand j'avais 18 ans, ça va pas bien se passer quoi. Donc, comme vous l'avez deviné, on se connaît avec Gaël. On s'est rencontrés il y a 1 an bientôt. Ouais. Tu étais venu avec Romain sur Agen. Tu avais fait un périple de 7h, 8h de route avec Romain. Ouais, qui fait partie de nos plus longs périples. C'est clair. Je crois qu'il est dans le top 5 des périples. On avait fait Normandie-Agen. Normandie-Savoie aussi, là, les 9h, c'était très dur en une fois. Et là, il y a pas longtemps, j'ai fait Normandie-Valence. Et c'était ouais. Alors après j'ai découvert l'Ardèche, donc c'était cool, tu vois. Mais pour le coup, ça faisait partie des longs périples parce qu'on n'avait pas l'impression comme ça. On se dit Agen, tranquille, easy. Quand on est arrivé, on était là. Je dis bon bah voilà, tu sais comment c'est, faut avoir le temps de s'installer et tout, donc ça veut dire tu pars tôt le matin et puis tu te prévois toujours la petite pause pour faire de l'essence, pisser un coup, manger un sandwich sur une aire d'autoroute et tout quoi. Et bientôt 1 an, donc c'était un plaisir de vous avoir reçu sur Agen. C'était un plaisir d'être venu, merci encore. Avec grand plaisir. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé à imaginer ce petit podcast, je me suis dit tiens allez, Clément c'est sûr, Gaël c'est sûr, donc j'avais ma petite liste et tout ça de personnes. Romain aussi. Fait ta liste d'invités. Exactement. Alors du coup si je me souviens bien, tu co-animais un podcast autour de la basse avec Jules Brosset, il me semble. Que je continue toujours. Que tu continues toujours, d'accord. Donc ça c'est un projet, un side project. Tout à fait. À ce podcast là, c'est histoire d'ouvrir un petit peu plus la discussion, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, si tu veux le Groovycast, comme ça moi je fais la pub, c'est vraiment un podcast assez niche si tu veux. Les bassistes déjà, il y a quand même
beaucoup de bassistes en France, mais c'est moins réputé qu'un guitariste, on va dire. Est-ce qu'ils savent se servir d'Internet aussi? Oui, bien sûr. Ils savent écouter des podcasts et tout. Est-ce qu'ils ont développé des pouces opposables, ce genre d'amélioration technique? Un truc de l'espace, tu vois. Je vais encore me faire des amis, ça va être génial. Non, mais ouais, je pense que c'est important effectivement d'avoir des supports qui s'ouvrent au plus grand nombre en fait, et puis qui puissent être abordables par tout le monde, parce que, enfin, les gens sont peut-être pas forcément amateurs de guitare à proprement parler, mais par contre la musique ça fédère quand même. Bon, à part les saloperies que vous écoutez avec Clément Durin, ça ne regarde que vous. Hein. Mais ouais, je pense que c'est important d'avoir des formats différents, et puis ça permet c'est autre chose. Enfin, tu vois, tu prends moins tes habitudes, je pense, quand t'es avec des invités. Ouais. Que quand tu co-animes avec quelqu'un. Tout à fait. Voilà, comme moi j'ai pu le faire avec Romain dans le son dans les doigts. C'est vrai que quand tu reçois quelqu'un, c'est tout de suite, l'interaction n'est pas la même, quoi. Tout à fait. Et puis le Groovycast, ça permet aussi de me lancer un petit peu dans le podcast. C'était une idée que j'avais en tête depuis assez longtemps, avant le confinement, de faire des podcasts. Et puis il s'est trouvé que j'ai envoyé un mail à Jules après l'interview avec Chob. Et puis ça s'est fait comme ça. Et puis c'est vrai que j'adore. Les podcasts, c'est vraiment un format que j'aime bien. Puis on discute, ça permet aussi d'échanger, ça permet de partager, de prendre connaissance de divers mondes. Et puis de s'ouvrir un maximum, et voilà. Ouais. Nickel. Est-ce que tu connais le principe du podcast La Playlist de l'Espace? Du tout. Alors du tout. J'ai voulu faire ça le plus honnêtement possible. C'est-à-dire que j'ai écouté un petit moment de celui que tu as fait avec Clément hier. Parce que c'est Clément, parce que c'est un pote, et que ça me fait plaisir de voir qu'il a un petit peu d'exposition, parce que c'est globalement tout ce qui lui manque, à mon sens, de l'exposition pour réussir. Donc voilà. Et du coup, voilà, je voulais pas me gâcher la surprise, donc je suis entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux, dans la limite de la légalité. T'inquiète pas, rien de méchant. On va discuter pendant une petite heure. Le format du podcast est assez court, histoire de pas partir dans tous les sens. Je sais que t'es très 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 bavard, et puis moi quand on me lance aussi, c'est pareil. En fait, on va discuter ensemble, et on va essayer de faire la meilleure playlist de l'espace. Donc ce sera une playlist qui n'aura pas de sens peut-être, pas de fil conducteur, mais le but c'est vraiment que dans cette playlist on sache qui tu es, et que tu te représentes un petit peu dans cette playlist. Comme ça au moins on voit un petit peu ton univers musical, tes goûts musicaux, tes influences. On va pouvoir confirmer aux auditeurs que j'ai des goûts de merde. Ça va être génial. Non, je pense que tu devrais avoir des trucs un petit peu cachés aussi. Ah oui, clairement. Okay. Oui, il y a des trucs, tu peux pas montrer ça, parce que sinon on t'enlève ta carte du club de Satan et tout, ta carte de membre, tu n'y as plus droit et tout. Mais c'est ça aussi qui m'intéresse aussi. Bref. Pour commencer un petit peu et faire chauffer le cerveau, ce qu'on va faire, je te propose 3 thématiques simples. Et après, en fonction de ça, on va essayer de discuter un petit peu de toi, de qui tu es. Okay. Donc 3 thématiques. Je te propose le menu, Life is Life ou les 4 saisons. Alors je sais que Clément hier a pris les 4 saisons. Ouais, tout à fait. Ça aurait été mon choix aussi. Yes. Et tu m'aurais dit par rapport au classique, je t'aurais répondu un truc non par rapport à la pizza. Histoire de passer pour un gros connard. Qu'est-ce que les gens n'ont pas pris à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a un truc qui est moins choisi que les autres? Alors, le plus choisi, c'est le menu. D'accord. Et le moins pris pour l'instant, c'est Life is Life. Eh ben écoute, je vais prendre ça. Allez, ça marche. On va essayer de pousser un petit peu ton format. Donc Life is Life. Dis-moi tout. Avec plaisir, Gaël. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire un petit panel, une petite carte postale de tes goûts musicaux. Ouais. On va partir vraiment de la base, et on va essayer de pousser le vice dans le futur, dans un futur proche, on va dire. Ouais. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'écoutaient tes parents? Mon père, je me souviens pas, parce qu'il nous a quittés quand j'étais très très jeune. Ma mère, elle écoutait énormément Pink Floyd, Queen, et King Crimson, bizarrement. Je n'ai jamais compris vraiment pourquoi. Et après, je sais qu'elle aimait aussi Cat Stevens, Kitaro. Enfin voilà, il y avait quand même une dimension, mine de rien, assez progressive, un peu teintée de rock et de blues, etc. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on se met du coup pour commencer la playlist de l'espace? Moi je pense qu'un petit Queen, un petit Don't Stop Me Now, ça fait toujours plaisir si les gens écoutent le podcast le matin, à mon avis. Impeccable, parfait. On commence la playlist par un Queen. Déjà, je pense que ça va être super bien.
Est-ce que Queen, c'est une référence pour toi? Est-ce que c'est une influence aussi pour toi actuellement ou pas du tout? Alors, une influence, je dirais pas ça. Après, j'ai énormément de respect pour le niveau, l'empreinte musicale, etc. Je me suis un peu arraché les doigts. Bah, ça a été un des premiers solos de guitare que j'ai vraiment bossé de bout en bout, le solo de Bohemian Rhapsody, oui. qui est quand même super intéressant, qui mobilise plein de trucs pour un guitariste, la justesse, les déplacements, les bends, les petites accélérations et tout, enfin le changement de débit d'une manière générale. Et j'avais vu qu'il y avait une reprise qui avait été faite par Between the Buried and Me. Ah oui. Très bonne, qui est excellente et tout. Et après, dans un côté plus lol entre guillemets, il y avait eu la version, je sais pas si tu te souviens du Muppet Show de Bohemian Rhapsody, qui était absolument, mais qui était une tuerie intersidérale et qui était drôle à se pisser dessus, quoi. Donc plus référence culturelle, on va dire, et puis bah voilà, les prouesses. Je suis pas spécialement scotché devant les performances de Brian May, parce qu'il a un son de guitare qui est pas celui que moi j'apprécie, même si je reconnais toutes les qualités et puis le talent du mec, hein, bien sûr. Moi, c'est surtout Freddie Mercury, quoi. Cette façon d'occuper l'espace, la scène, cette façon de, tu sais, d'avoir l'impression qu'il est en communion vraiment avec son public, ce côté vraiment perfectionniste. Dans le travail de la voix, dans le travail de l'instrument aussi, parce que il savait jouer du piano, il savait jouer de la guitare, etc. Son histoire personnelle, enfin voilà, le fait que ça soit un des premiers artistes homosexuels clairement assumés et tout, qui était, je pense pour l'époque en tout cas, un choix extrêmement courageux. Tout à fait. Un mec qui a fait de la boxe aussi, qui a fait des trucs des très très badass, quoi, quand même. Non, franchement, ouais, c'est pour moi c'est ça l'empreinte, si tu veux. Pas spécialement une empreinte musicale, mais plus une empreinte culturelle, on va dire. Ok, c'est vrai que Queen, c'est vraiment un groupe à part, quoi, et intemporel, un petit peu comme les Beatles, tu vois. Je trouve que c'est ce genre de groupe qui ont marqué une époque et qui marqueront toujours une époque dans 40 ans, 50 ans, quand on sera peut-être... Bah, on l'a bien vu, hein, la sortie du film. Il y a toute une génération qui s'est réintéressée à Queen parce qu'ils venaient de voir le film et c'était génial. Et je trouve que là-dessus, les médias comme le cinéma ou on va dire les séries télé sont très bonnes. Enfin, en tout cas pour cette cause-là, pour faire découvrir ce style-là, t'as vu la réaction des gamins quand il y a eu Master of Puppets de Metallica dans Stranger Things. J'espère que je spoil personne. Non. Bon, on va pas, voilà, je veux pas aller plus loin dans le spoil. Mais tout le monde a fait ouais, c'est vrai qu'en fait Metallica c'était bien, et tout le monde y allait de sa petite cover et tout. En downstroke parce que c'était cool, quoi. Et justement, heureusement qu'il y a encore ces médias-là pour ramener l'attention un peu sur ce que nous on a connu qui nous semble naturel, mais qui est peut-être moins pour on va dire une ou deux générations plus tard, quoi. On va dire la bonne musique, quoi. Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise musique, mais en tout cas une musique qui nous tient à cœur, et ça nous fait plaisir de partager, je pense, ça avec un public, quoi. Ok, mais justement, tu parles de tenir à cœur. Quelles sont tes premières émotions musicales? Est-ce que tu as un morceau en particulier qui t'a vraiment donné envie de soit prendre la guitare, soit un instrument, soit te dis putain, la musique ça me fait quelque chose, ça me procure des émotions? Alors il y en a eu pas mal, en fait, parce que ça a été un cheminement assez long et tout, et puis de toute façon, enfin j'avais un cousin qui faisait de la musique en conservatoire et tout. Et quand je m'étais un peu ouvert de mon envie de faire de la guitare, j'avais tout de suite été calmé par le côté très mais il va falloir aller au conservatoire, lire le solfège, etc. et tout. Et moi, en fait, ce que je voulais, c'était faire du rock'n'roll, faire du métal, tu vois. J'étais là, j'ai envie de faire du solfège. Et donc voilà. Et la première grosse start vraiment dont je me souvienne, c'était Cowboys from Hell de Pantera. De Pantera, ouais, parce qu'en fait, c'était, tu sais, c'était l'époque où t'allais encore à la Fnac pour acheter des CD. J'ai l'impression d'être un dinosaure en disant ça. Et du coup, je me souviens d'avoir acheté l'album parce que j'avais trouvé la pochette marrante. Tu sais, cette espèce de collage sous Paint dans une vieille photo de saloon et tout.
et je le mets dans le lecteur CD et il y a l'intro qui démarre et puis il y a le premier riff en penta et là j'étais ok, c'est ça que je veux faire. Ah, quel guitariste aussi, quel guitariste, putain, il est ouais, c'est clair. On parlait de Brian May, tu vois, qui a un son à part, vraiment. Lui aussi avait un son très 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 particulier, oui, bien sûr, mais que j'aime beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'il est, pour moi c'est représentatif du côté comment dire, un ampli à lampe machin, des effets boutiques à 450 balles pièce, etc., etc. Ça va servir à quelqu'un, mais c'est pas forcément une vérité universelle. C'est-à-dire qu'un ampli à lampe n'est pas forcément une vérité universelle pour tout le monde. Tout à fait. Un guitariste de métal et un guitariste de métal comme Dimebag Darrell, en plus dans une formation où il était le seul guitariste. Ouais. Donc clairement, il devait prendre un maximum d'espace. Du transistor, ça coûte pas cher, ça résiste bien à la route, et si c'est le son que tu recherches, et bien écoute, ça fonctionne très bien. Et ça rejoint aussi beaucoup, tu vois, moi j'ai la chance d'avoir un Invaders, un 250 Badass qui est très bien, mais qui est très lourd. Et des fois, sur certains événements, quand on fait les masterclass où je me déplace en train, je peux pas prendre la tête d'ampli avec moi. C'est sûr. Donc je prends mon petit Helix, tu sais. Ouais. Et mon petit Helix, en fait, c'est du numérique, c'est directement dans la sono et tout. Ouais, quand tu joues tout seul, ça a pas un son très flatteur, mais après, dans le mix, dans la bande, etc., ça fonctionne. Et puis c'est le son dont moi j'ai besoin. Donc voilà, je pense qu'il a réussi à casser quand même pas mal de codes. Exactement. Après voilà, je pense que le côté outré, gros texan, un peu beauf, etc., c'était pas forcément, ça me laisse un peu plus froid qu'à une époque, dirons-nous, et j'ai quand même été pas mal déçu des sorties de pistes de Phil Anselmo qui sont quand même devenues assez régulières pendant un moment. Donc voilà, j'ai un peu lâché l'affaire, on va dire. Là, l'histoire de la réunion où il reste Phil Anselmo et Rex Band, et évidemment ils vont rappeler Zakk Wylde. Tout à fait. Bon. Moyen. Ouais. Mais quand même, c'est tes premières émotions musicales. Clairement. Au niveau du son de guitare, au niveau du truc, au niveau de l'attitude des mecs. Enfin, voilà, le mec, il arrive avec les cheveux longs jusqu'au cul, la barbouze. un bouc rose, c'est ça, une guitare avec des pointes partout. Moi, il en fallait pas plus. C'est de bon goût. J'aime beaucoup. J'avais un poster. J'avais pas beaucoup de posters dans ma chambre. J'avais un poster de Dimebag Darrell avec sa washband qui était genre comme ça. C'était trop cool. Trop bien. Quel est le dernier morceau que tu as écouté ? Le dernier morceau que j'ai écouté, alors c'est un truc qui n'a absolument rien à voir, mais qui pour moi est un banger total. C'est le morceau Violet, V-I-O-L-E-T, de Connor Price. Absolument incroyable. J'ai découvert ça en scrollant sur TikTok, et le mec en plus te fait un mini sketch autour de ce truc-là, en fait, du mec qui a oublié une mandoline dans le studio pendant qu'ils sont en train de faire un rec d'un morceau de hip-hop, tu sais, avec un flow super lourd et une grosse prod et tout, et qui rajoute un peu une espèce de gimmick à la mandoline. Trop bien. Et c'est juste méga cool. Et en fait, pour la petite histoire, apparemment, Connor Price, donc un habitué de ce genre de banger, etc., choisit en général, il a, tu sais, son petit globe terrestre, il le fait tourner, il met son doigt, et là c'est tombé, je sais plus où, en Afrique du Sud, etc. Et il devait choisir l'invité en fait de ce morceau-là, qui est pas très long, qui doit durer 2 minutes 50, 3 minutes. Il lui laisse un couplet, et il a trouvé un mec, donc le fameux qui est là, qui après quelques échanges et tout, lui a renvoyé son truc, et ça kick sévère dans tous les sens. Le morceau est ultra jumpy, ça marche super bien, la prod est monstrueuse. Quand tu te penches un petit peu sur les paroles, ça reste on va dire un peu dans les clichés du hip-hop, mais je pense qu'il joue un petit peu avec ça. Il y a un deuxième niveau de lecture et tout. Par contre, en termes de placement rythmique, de rime, de richesse on va dire de technique, j'ai trouvé ça génial, quoi. Et ça le matin, tu vois, avec le café, ça commence à t'ambiancer direct, quoi. C'est parfait, c'est trop bien. Mais j'irai écouter. D'ailleurs, si vous voulez écouter le morceau, il y a un lien en description du podcast ou directement sur Instagram, la playlist de l'espace, où vous retrouverez du coup tous les morceaux de Gaël Liger. Donc allez jeter une oreille, ça vaut vraiment le coup. Là pour l'instant on en a que 3, mais je pense qu'il va y en avoir pas mal qui vont arriver. Ok, et on va terminer le Life is Life de Gaël Liger par est-ce
comment tu te vois dans, on va dire, 20 ans? Quel morceau tu devrais écouter? Est-ce que tu te vois comme le cliché, on va dire, un petit peu vieux avec le verre de whisky, la pipe et du jazz, tu vois? Ah ouais, c'est trop bien, ou autre chose? Je sais pas. Ok. Je sais pas. Très honnêtement, c'est toujours dur de se projeter. Je me suis vachement ouvert à d'autres styles que le métal ces dernières années. Ça m'a fait énormément de bien et je pense qu'on compose bien du métal quand on en écoute peut-être un petit peu moins. Ouais, tout à fait. On est moins un petit peu parasité entre guillemets. Enfin, je vais pas dire parasité, mais on a moins le syndrome de l'éponge, tu sais. Surtout dans des styles, parce que moi c'est vrai que mon style c'est plus d'un mélange de black et de death et quand même qui est très codifié au niveau stylistique, et tu vas vite sur un espèce de je tourne en rond, etc. Donc dans 20 ans je sais pas, ouais non je pense que dans 20 ans peut-être que j'aurais développé une véritable connaissance de la musique classique et une appréciation pour ça, ou alors carrément sur les trucs que je maîtrise moins et qui pour moi rejoignent un petit peu le classique en termes d'instrumentation, je sais plus comment on dit, bref. Genre tu vois, me pencher à fond sur la musique de cinéma. Oui, Zimmer et compagnie. Ok, parce que c'est un si tu veux, j'ai découvert ça là avec la BO de Dune, qui est absolument incroyable. Et je pense que ça c'est le genre de truc, je l'écouterai peut-être pas tout le temps, mais ouais, dans 20 ans je me vois bien écouter du Hans Zimmer ou des choses comme ça. Enfin voilà, des genre de trucs. Ok, est-ce que t'as un morceau en particulier ou pas du tout? Tu parles de Dune. Sur la BO de Dune, je crois que c'est Paul's Dream, qui est très très bien. Mais c'est Hans Zimmer qui a fait Dune aussi. Ouais. Tu vois, je savais pas. Allez, on va prendre Gom Jabbar parce que cette scène-là, elle est absolument folle. C'est juste en dessous. Et si là, ça marche. On en parlait justement avec Alex. Je lui pose la question quel morceau ressemblerait à ton job de développeur, et il m'a répondu du coup du Hans Zimmer et la BO de Batman Dark Knight, qui est pour moi une des meilleures d'Hans Zimmer. Après, c'est vrai que ça se joue avec celle d'Inception. Le morceau Time d'Inception, il est vraiment très bien. Inception, c'est vrai que Inception, il a fait un travail absolument ouf. Alors moi, ce que j'ai bien aimé avec Dune, c'est que justement, il a cassé un petit peu les codes et les habitudes d'orchestration. Tu vois, enfin, pour moi, c'est quelqu'un. Enfin, tu sais, il a plus rien à prouver à personne. Il pourrait faire du Hans Zimmer tout le temps. Ça. Et sur Dune, il est arrivé avec un côté vachement ethnique, vachement basé sur la voix, etc., sur le chant, sur ces ambiances-là. Et puis avec des instruments très très différents, avec beaucoup d'instruments avant, mais traditionnels, ethniques et tout. J'ai regardé quelques interviews, quelques vidéos, et voilà. Mais même le mec a des idées. Enfin, tu sais, le son de cornes de brume de trucs dans Inception que t'as. Il racontait dans une interview comment il avait fait, tu sais, avec un piano ouvert et des mecs qui jouaient du trombone dessus. Enfin, je trouve ça génial, quoi. J'aimerais tellement avoir le temps et les moyens d'essayer de faire, tu sais, t'es dans de l'expérimentation sonore, en fait, du toucher, où tu peux te laisser aller à jouer au savant fou avec la matière sonore. C'est trop cool. Mais ce que faisait Pink Floyd à l'époque. À l'époque, Pink Floyd, ils arrêtaient pas de faire ce genre de trucs avant. Ouais, mais c'est parce qu'eux, ils prenaient de la drogue. Bon, aussi, oui. beaucoup de drogue. beaucoup. Et après, ils faisaient des bands de boomers. Allez, ça c'est clair. Mais dur à faire toujours. Impossible à faire pour un brutasse comme moi. Je ne peux pas. Non, mais j'aime beaucoup taquiner les fans de Pink Floyd parce que c'est un peu les gardiens du temple. Donc, exactement. Quand tu sens que quelqu'un, ça lui tient à cœur, qu'il est un peu tout de suite dans le machin. Moi, j'aime bien arriver avec la petite tu vois, cure-dent, puis piquer un petit peu et tout. Bon, voilà. En général, ils me le rendent bien, donc ça va. Technique au feeling. C'est ça. Ni l'un ni l'autre, en ce qui me concerne. Ok, donc du coup, on a fait le tour de ton Life is Life. Ah, c'est quand même bien n'importe quoi. Hein. Et ouais, mais est-ce que ça te correspond déjà pour commencer? Ah ouais, je sais, mais ça correspond totalement. C'est vraiment ça, c'est n'importe quoi. Ok, parfait. C'est la playlist de l'espace de Gaël G, donc on est très très bien. Parfait, on va un petit peu parler de toi. Ouais. Tu es luthier, guitare tech. Ouais, je préfère le terme guitare tech que le terme luthier, parce que moi je fais pas de fabrication. D'accord. Je me contente de faire de la grosse réparation et tout. J'ai fabriqué quelques instruments. Mais à l'heure actuelle, je trouve que même si le terme guitare tech,
Le terme exact, ça serait technicien de maintenance pour instruments à cordes pincées, parce que ça couvre vraiment un grand voilà. Bah c'est la CSP, okay. Enfin le truc dans lequel t'es rangé à la chambre des métiers de l'artisanat. Okay. Donc voilà, donc non, je préfère le terme technicien, on va dire. Ouais. Moi, comment dire. Mon affaire, c'est que tout se passe bien, que ta guitare ait moins de 2 cm d'action à la 12e, tu vois, par exemple. Grave. Est-ce que tu es guitare tech pour des groupes en particulier, des formations particulières ou, Non, je fais des trucs avec... en fait, viens me voir qui veut. Okay. Je suis en train de finaliser mon atelier qui sera ouvert sur rendez-vous, évidemment, parce que sinon, ça va être la grosse stuff. Tout à fait. En Normandie, pas très loin de Rouen. Okay. Bon, ça m'empêche pas d'avoir quand même du boulot, parce que, effectivement, avec la vidéo, et puis c'est un peu le cœur de la chaîne. Après, avec des groupes, alors j'ai eu l'occasion de bosser avec des groupes de toutes les tailles, okay. De toutes les origines, et c'est bien parce que du coup ça te permet de te faire aux exigences de plein de monde. Les plus gros avec qui j'ai bossé, c'était Machine Head okay. Sur une soirée, et Alceste. Ok. Donc voilà, donc quand même un autre univers, on va dire. Et puis après d'autres groupes, alors plus souvent des groupes de métal, mais voilà, à une époque je me suis occupé des guitares de Kadinja. Okay. Je me suis occupé des guitares de Gorod, je me suis occupé un peu des instrus d'Arcania, etc. Enfin voilà. Mais dans tous les cas, j'ai pas vocation à suivre des groupes en tournée, à faire la tech, peut-être une fois de temps en temps, si le projet est vraiment super cool. Okay. Mais sinon, je reste dans ma grotte et je bricole. C'est parfait, nickel. Donc du coup, on peut te retrouver sur tous les réseaux, on peut te contacter sur tous les réseaux possibles. Tu as un site internet? Alors le site internet est en construction, okay. Comme la page Facebook et les trucs comme ça. Après, pour des demandes, on va dire, pour que je puisse chiffrer au mieux, le mieux c'est de m'envoyer un petit mail, okay. gaël.liger@orange.fr, et c'est très bien. Comme ça, je peux suivre à peu près. Et si je réponds pas, il faut pas hésiter à me relancer, c'est parce que je reçois beaucoup de mails, et parfois des fois il y en a qui peuvent passer à la trappe. Ok, ça du coup c'est ton activité principale, guitare tech. Ouais. Ok, parfait, parce que ta deuxième casquette, on va dire, tu es youtubeur. Alors je préfère le terme créateur de contenu, parce que youtubeur, voilà. Après voilà, c'est parce que YouTube est une plateforme qui héberge. Tout à fait. Et que clairement je pourrais être Dailymotionneur aussi, mais je pense qu'à mon avis ça ne marcherait peut-être plus pas aussi bien. En fait, j'ai une chaîne maintenant que j'anime tout seul suite au départ de Romain, qui s'appelle Le son c'est dans les doigts, et voilà, et je parle de technique, on va dire, sur maintenance, réparation, amélioration, etc. de guitare. Je fais de la review de matériel, et parfois je parle de musique au sens un petit peu plus large. Voilà, j'essaie de varier un petit peu les formats. On faisait beaucoup de tests et de reviews quand Romain était là, parce que mine de rien, filmer des OP, faire de la réal pour de l'opération de lutherie, c'est complexe, malgré tout, parce que ça prend énormément de temps et tout. Là, je le fais un petit peu plus parce que du coup, j'ai plusieurs objectifs, je mets des plans fixes, je bouge entre les opérations et tout, mais au moins je sais que ça me mobilise tant de temps. Après, j'en chie au dérochage, etc. J'envoie le tout à Alex, qui a la gentillesse de me faire les montages finalisés, la dynamisation des vidéos, les trucs que je sais pas faire et qui m'intéressent moi en tout cas, ou en tout cas qui me bouffent du temps. Et puis voilà. Ouais. Ok. Tu parlais d'Alex, je précise, c'est Alex Ouski. Tout à fait. Qui est un séduisant monteur et un guitariste de grand talent. Alex, c'est un mec que je respecte énormément, parce que je trouve que, alors déjà, il se donne à fond sur tous les projets qu'il met en place. C'est incroyable. Il a une énergie, une détermination qui est folle. Et surtout, je l'ai vu amorcer une courbe de progression à la guitare. Que je trouve absolument incroyable. Enfin, tu sens qu'il y passe du temps, tu sens que il est possédé par son sujet. Et alors nous, en général, ça se passe de deux manières. Soit j'ai un petit peu de temps et tu vois, je dérush, je synchronise, je fais les multicams, etc. et je lui envoie pour essayer de lui gagner un petit peu de temps, parce que voilà, ça prend du temps. Soit j'ai pas le temps du tout et je lui envoie les fichiers où il a un énorme tas de rush en front cam, un énorme tas de rush en face cam, les audios, etc. Puis après il doit se démerder avec ça. Donc à faire
le dérush, la synchro, le montage, la dynamisation, les incrustes, etc. Donc là, c'est vraiment plus de boulot. Et ouais, c'était la seule manière que j'ai trouvé de pouvoir absorber la masse de travail, parce que mine de rien, sortir une vidéo par semaine, surtout que je suis pas adepte du contenu qui dure 5 minutes d'une manière générale, c'est un peu compliqué. Et écoute, jusqu'à maintenant, il a fait un taf de ouf. Il est hyper attentif aux détails. Il suggère même de lui-même des fois des changements en disant ouais, j'ai fait le truc comme ça, mais au final, en y réfléchissant, je pense que machin, qu'est-ce que t'en penses? Enfin voilà, c'est tellement chouette de travailler avec lui. Trop cool. Ok, parfait. Mais tu vois, on parle d'Alex Houski. J'ai parlé de toi avec lui quand je l'ai interviewé récemment. Et on a fait un truc rigolo. On a essayé de voir quelle est la chanson qui te correspondait à toi, selon Alex Houski. Il a dit Gojira, Amazonia. Donc je te repose la même question. Quelle est selon toi la musique qui lui correspond le mieux? Franchement, c'est Slow Dancing in a Burning Room de John Mayer. C'est évident. C'est avec ce morceau-là que je l'ai emballé. Ben oui, faut le savoir. Voilà. Non, c'est évident. Alors je me trompe peut-être de morceau de John Mayer, parce que tu vois, Gojira, il a raison. Mais on serait plus sur un Backbone ou un From Mars to Serious. Voilà. Plus pareil, je balance Slow Dancing in the Burning Room parce que globalement John Mayer, je dois en connaître peut-être 3 à tout péter. Mais je pense que c'est là. J'hésitais entre Gravity et entre Slow Dancing. Je vais dire Slow Dancing. Allez, bon, c'est mis dans la playlist. Ça lui correspond tellement. Bah oui. John Mayer, on en a parlé pendant je sais pas combien de temps. Et ça m'étonne pas. Mais voilà, c'est très étonnant. Le jour où il va le rencontrer. Ah, mais il va pleurer. Il va se liquéfier. Exactement. Mais il avait interviewé le bassiste de John Mayer, il m'a raconté. Ouais, mais il a interviewé son prof, son bassiste, le mec qui fabrique ses guitares. Donc il est à ça du bonhomme, tu vois. Il est pas loin, tu vois. Ça va se faire, c'est obligé. Entre Clément Durin qui adore John Petrucci et qui a envoyé un mail à l'ingé son de John Petrucci pour travailler avec lui. Je pense entre Clément Durin et Alex, ils sont à 2 doigts de. Mais ils ont raison, les gars. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça que tu provoques des rencontres. C'est comme ça que tu provoques des hasards et des choses comme ça. Très honnêtement, il faut y aller au culot quand t'as envie de quelque chose, quand t'as envie de bosser avec quelqu'un, quand t'as envie d'un truc. T'envoies un mail. Au pire, le mec, il va pas te répondre. Ou alors, il va te répondre non, merci, ça m'intéresse pas. Oui. Et voilà, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Mais au moins, t'as essayé. C'est très tout à fait. Qui ne t'entraîne à rien. Nickel. Donc, du coup, c'est Alex qui gère tout le montage du son dans les doigts depuis le départ de Romain. Ça t'a amené le son dans les doigts à pas mal de rencontres, notamment le Hellfest cette année. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce qui s'est passé? Récap du Hellfest. En fait, alors moi j'y suis allé sur la première session, celle où il faisait 50 degrés à l'ombre, où c'était très agréable de jouer de la guitare. Hein. En fait, j'ai eu la chance d'être invité par Algam, la boîte noire, parce que eux ils ont le stand de ESP à chaque année. En fait, ils ont un démonstrateur et tout. Et en fait, le plan de base, c'était tu viens pour faire une signing session, en gros pour que les gens, les followers de la chaîne puissent te rencontrer, prendre une photo, éventuellement avoir un petit gris-gris sur un flyer, c'est tout. Et j'étais très mal à l'aise avec cette idée-là parce que je comprends pas. Enfin, tu sais, voilà, je suis quelqu'un de plutôt simple et je pense en tout cas plutôt normal, plutôt naturel, et je voyais pas l'intérêt en fait de ce truc-là. Quand je rencontre des gens, j'essaye en tout cas qu'il y ait une valeur ajoutée, que ça soit pas. Enfin, pour moi, le fait de me rencontrer, de me serrer la louche et de prendre une photo, c'est pas suffisant et tout. Alors, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de Sloubidou au Hellfest parce que clairement, je pouvais pas aller. Enfin, tu vois, je pouvais pas aller pisser ou chercher une bière sans. Je disais, je reviens dans 5 minutes, puis je revenais dans 20 parce que je croisais tu t'arrêtes, tu discutes et tout. Donc, je leur ai proposé de leur faire une petite démo. Donc, le deal, c'était OK, mais ça se fait sur une guitare LTD ou ESP. Vu que moi j'aime pas trop les guitares très chères, qu'en plus on était au Hellfest, qu'on sait jamais ce qui peut se passer, puis après les modèles Super Rush, Custom Shop et tout, ils doivent les vendre, tu vois. J'ai jeté mon dévolu sur une guitare qui n'avait absolument rien à voir avec mes habitudes, sur une Eclipse, donc en forme Les Paul, la version black metal mais white, parce que je trouvais ça rigolo. Et en plus, la pauvre, elle est morphée de ouf, elle est devenue jaune,
jaune, etc., contre les UV du Hellfest, la poussière et tout, avec un EMG dessus. Donc je me suis dit, bon, je me mets un petit peu en danger, parce que c'était vraiment... en gros, on m'a filé la guitare, on m'a dit, tu veux quoi comme corde dessus? Tiens, machin, j'ai pu faire un peu mon réglage moi-même, parce que je connais et tout. Et en fait, ça s'est super bien passé. Du coup, j'ai fait 2 démos sur le samedi et le dimanche, là-bas, et c'était cool, parce qu'il y avait du monde, et l'équipe était très contente. Il y a une super ambiance sur le stand et tout. Et à côté de ça, du coup, j'étais aussi sur l'Extreme Market avec SP Custom. Et là, du coup, avec ma maestria faite par Guillaume Goni, personnel, qui est monté en SP Custom. Et du coup, voilà, je lui ai fait pareil, je lui ai fait 2 démos aussi. C'était l'occasion de rencontrer les gens dans un autre cadre et tout. On a fait quand même la signing session. Et j'étais un peu halluciné, parce qu'il y avait vraiment quand même beaucoup de monde. Et voilà, ça me fait toujours bizarre dans ces cas. Je me dis, ouais, juste un mec qui raconte des conneries sur YouTube. Et ne perdez pas votre temps, les gars, il y a plein de concerts trop cool. Donc voilà, donc ce Hellfest, c'était plus un Hellfest boulot. Mais c'était très intéressant. J'ai pas vu énormément de groupes de musique, de trucs comme ça. Et honnêtement, la chaleur, ça rendait vraiment le tout très très difficile. Je crois que la session d'après, c'était pas mieux parce qu'il pleuvait. Il pleuvait, ouais. Donc donc ça devait être un peu compliqué. Mais dans tous les cas, voilà. Donc Hellfest en format un peu plus pro, et super intéressant, très très formateur et tout, parce que là t'as d'un côté tu bosses pour les artisans, d'un côté tu bosses pour une grosse boîte, enfin tu sais, tout s'équilibre et tout. Et puis je suis super content parce que j'ai pu ramener la fameuse LTD, ça c'est chouette, qui est la LTD souvenir, parce que ça, voilà, j'ai eu un coup de cœur dessus. Et puis j'étais ah mais quand même, ça se trouve, ça sera la seule fois que je jouerai au Hellfest et tout, donc merde quoi. Donc voilà, je me suis débrouillé. Ok. Et est-ce que tu aurais une petite chanson qui correspondrait le mieux à ton passage au Hellfest? J'avais bien aimé la performance de Watain, qui est un groupe de black metal. Et Black Flames March, là, juste au-dessus, sur The Wild. Black metal. Ouais. Ok. Puis en mode voilà, enfin c'est pas des grands amis de l'église ni de Christine Boutin, on va dire, hein. Donc voilà, bon, ça reste, c'est du spectacle, faut pas prendre les choses trop au sérieux, je pense, mais voilà, donc ils sont passés en dédicace au stand Nuclear Blast juste à côté du stand de SP, et ils étaient, ma foi, fort sympathiques, bien crevés. C'était cool. Trop bien, impeccable. C'est vrai que ça a l'air... j'en ai écouté 2-3 d'eux, mais pas celle-là, pas de mémoire. Ça correspond bien à la chaleur que tu devais ressentir aussi au niveau du Hellfest cette année. C'est exactement ça. Alors ils ont eu la gentillesse de me foutre un petit parasol devant sur le petit trottoir pour ça. Et puis tu sais, quand t'es en train de jouer, t'es un peu dans l'énergie, tu vois, les gens ils bougent la tête et tout. Je suis sorti un moment, tu sais, de la zone du parasol. J'ai fait j'ai cuit comme ça d'un coup, et je me suis reculé tout de suite en essayant d'attraper une bouteille d'eau pour me réhydrater. C'est marrant parce que c'est un des Hellfest où j'ai le moins picolé. Bon, je suis pas un gros buveur déjà de base, mais en général en festoche, et puis surtout Hellfest, bon, tu sais, il y a toujours un moment où ça dérape, tu vois, au moins un soir, en ce qui me concerne. Et là, honnêtement, il faisait tellement chaud, personne n'avait envie de boire une bière. Je te jure, c'est le genre de chaleur où tu sais, tu vas boire 5 litres de flotte dans la journée, tu vas aller pisser une fois 3 gouttes, et tu vas commencer. Puis après, il y avait le côté, tu sais, le côté pro entre guillemets, où je me suis dit bon il fait chaud, je sais comment je supporte l'alcool quand il fait super chaud, etc. Je vais être vraiment 100% au top, me sentir bien, etc. Et puis enfin voilà, c'est aussi une question d'image pour les marques. Pour soi, c'est d'être professionnel, tu vois, t'arrives pas bourré, quoi. Et donc voilà, donc c'était après à partir de 19h30, tu vois, quand le soleil commence à redescendre un petit peu, la chaleur à se dissiper un poil, que là on peut se dire une petite bière quand même. On l'a mérité. Exactement. De toute façon, tu as fait une petite vidéo spéciale dessus, sur ta chaîne. Ouais, j'avais fait un petit report. Donc je vous invite à aller la regarder, parce qu'elle est très intéressante, et puis on voit pas mal de choses. J'aime bien les coulisses. C'était l'idée, en fait, c'était de montrer un petit peu tout le monde a vu à quoi ça ressemblait, les main stage, etc. L'Extreme Market, c'est quand même aussi beaucoup une affaire de passionnés. C'est un monde à part. C'est pas foutu pareil. C'est pas les mêmes entre guillemets les mêmes règles, si tu veux, que voilà. Puis il y a des zones sur lesquelles tu peux pas avoir accès, genre des zones artistes, des trucs comme ça. Et l'Extreme Market, il y a vraiment ce côté. Et puis c'est des marques qui reviennent année après année, qui sont fidèles. Enfin voilà. Je sais que, alors je vais pas donner de chiffres exacts,
exact parce que je vais me tromper, mais le stand du Hellfest représente une grosse partie du budget communication à l'année de SP en France, tu vois, ce qui est logique parce que c'est un truc absolument incroyable. Mais voilà, donc ils y mettent quand même du leur et je trouve que c'était intéressant de voir un peu ce que ça donnait. Moi, ça a donné lieu aussi à de chouettes rencontres parce que le gars, on s'était vu une fois un petit peu avant avec Herman qui s'occupe du marketing et Guillaume qui est chef de produit quand on avait fait les vidéos unboxing pré Hellfest. Mais encore une fois, tu te vois dans le cadre du boulot et tout. Là, t'as un côté un peu plus détente. J'ai pu rencontrer Nils Courbaron de Sirenia, Tank, etc. qui est un guitariste absolument incroyable. J'ai rencontré Andreas Martin de Andreas et Nicolas qui faisait une animation complètement claquée mais ultra drôle sur le foot sur le foot devant le stand. C'était à crever de rire. C'est un mec ultra drôle quoi. Donc tu vois tout ça c'est des bons moments et tout et je voulais que ça transparaisse un peu mais montrer que c'est pas juste tu vois des mecs qui attendent derrière un stand et qui boivent des coups, tu vois, c'est une fourmilière derrière, ça n'arrête pas et tout. Enfin voilà, ça bosse dur pour justement le plaisir du mec qui va venir en festivalier, tu vois, profiter, débrancher peut-être un petit peu le cerveau et voilà. Ok, parfait. La suite pour le son dans les doigts, c'est quoi? C'est une vidéo par semaine toujours? Ouais, une vidéo par semaine. Là, à l'heure actuelle, je pense pas pouvoir. Enfin, j'ai pas le temps matériel de fournir deux contenus comme on a pu faire à une époque. Et puis de toute façon, je me suis rendu compte que enfin, alors déjà, tu n'as pas le temps parce qu'il y a un moment où t'as besoin de dormir au moins quelques heures. Et ensuite, ça cannibalise énormément parce qu'en fait, si t'as des sorties régulières comme ça, tu vas avoir des fois une vidéo qui marche super bien. Là, par exemple, la vidéo que j'avais fait sur la pire Defender, bon, j'avais un peu putacliqué, tu vois, j'étais allé taquiner un peu sec, tu vois, mais elle a fait quasiment 40 000 vues, ce qui est énorme par rapport à mes standards. Enfin, moi, je sais qu'au-dessus de 10 000, c'est une bonne vidéo, tu vois, ça a bien marché et tout. Là, 40 000, ça a décollé au niveau du nombre d'abonnements et tout. C'était très positif en plus dans les commentaires et tout. Je sais que si elle était sortie le jeudi et que le dimanche j'avais sorti un truc genre une FAQ, un truc, etc., elle aurait certainement fait moins de score parce que là les gens si tu veux ont toute une semaine pour la regarder, se rappeler, l'enregistrer, etc. T'es pas dans le puis l'algo YouTube en fait il est foutu il est foutu comme ça en fait, il est fait pour te culpabiliser, tu sais, te faire produire plus de contenu, te mettre en concurrence avec tes sorties vidéo, puis ta vidéo elle est que 7 sur 10, etc. C'est assez violent. Enfin, YouTube, c'est un patron un peu violent, abusif quand même sur les bords. Donc du coup, je continue à une par semaine et j'essaie de varier un petit peu les formats et les durées et les contenus, qui est de la review, qui est de la tech, qui est de la discussion un petit peu plus générale. Des fois, je prends des risques, voilà, comme le truc sur le bouquin de Romain. Tu vas me dire, je me pose et je vais faire bosser un exercice, etc. Parce que déjà d'une part, il y a pas eu de drama au départ de Romain. Je sais qu'il y a plein de monde. Il y a plein de gens qui ont essayé de chercher de voir s'il y avait eu du drama, des trucs comme ça. C'est juste qu'à un moment, tu réfléchis de manière objective et professionnelle, en mode combien ça me coûte, combien ça me rapporte, qu'est-ce que j'ai comme poids financier sur les épaules, etc. Bon non, je peux plus continuer, ça me prend trop d'énergie, et puis mon entre guillemets mon activité principale, c'est l'édition, c'est le bouquin, etc. Et puis à ce moment-là, il en a quand même sorti 2 depuis, donc c'est quand même énorme. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de lui renvoyer un petit peu l'ascenseur, tu vois, de me dire voilà, et cette vidéo elle a bien marché. Elle a super bien marché. Alors que pour moi c'était ultra anxiogène, tu vois, de mettre devant, de bosser sur un truc que je connaissais pas, qui est écrit par soi, même si c'est le premier niveau, etc., de comprendre le truc avec la pression de la caméra, parce que il y a des trucs que tu vas jouer très bien, et à partir du moment où tu vas essayer de les filmer, il y aura plus rien, parce que c'est un stress supplémentaire. C'est ça. Et au final, je me rends compte que je le disais, je crois, dans la vidéo qui va sortir jeudi,
J'ai beaucoup moins d'anxiété maintenant à aller lire les commentaires. Parce que quand ça râle, c'est plus sur la forme que sur le fond. D'accord. Mais sur la forme, encore une fois, tu peux pas plaire à tout le monde, en fait, tout simplement. Et par contre, le fond, c'est un petit peu plus dur. Et très honnêtement, que ça soit Romain ou moi, on en a pris quand même quelques salés en 2 ans et demi. Il y a eu quelques trucs d'une violence assez incroyable. Et mine de rien, ça te marque, ça change ton rapport aux autres, ton attitude, ta confiance en toi, tout simplement, et tout, ton envie de faire des trucs, et puis d'essayer un truc. Enfin voilà, YouTube te montre, dans les vidéos YouTube, tu montres que ce que tu as envie de montrer, tu vois. Tu montres pas tous les moments où tu te rates, tous les trucs comme ça, et tous les gens ont l'impression que c'est facile, mais ça l'est pas forcément. Et puis après, ça dépend de ton style de jeu. Ça a été aussi ça un des gros changements, c'est de pouvoir avoir au moins un moment de test où je mets l'instrument dans un contexte, avec une basse, une batterie, etc. Alors, le mix est approximatif et tout ce que tu veux, etc. Mais au moins, il y a un contexte. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne et comme ça que je travaille en tant que, pas guitariste, mais musicien, tu vois. Romain, il est très fort pour te choper une strat et de jouer un blues à forte teneur en sucre, qui va marcher très bien tout seul. Voilà, moi, j'ai besoin d'un contexte. J'ai besoin que ça tape à un moment, qu'il y ait un truc, qu'il y ait un impact, qu'il y ait une compo, si tu veux, derrière pour se faire. Donc ça a été un des gros changements aussi d'arriver à tourner ces trucs-là, et c'est un boulot supplémentaire, mine de rien, mais je suis content de le faire, et ça plaît. Enfin, tu vois, ce changement de format, ce truc, j'ai l'impression que les gens, ça leur a fait plaisir, parce que c'est vrai qu'en 2 ans et demi, il faut trouver de nouveaux formats tout le temps et tout. Les gens se laissent vite, surtout sur Internet. Donc t'es toujours à la recherche de qu'est-ce que je peux ramener en plus, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux, dans quelle direction je vais, est-ce que je fais de l'entertainment, est-ce que je fais vraiment quelque chose de pédagogique, de didactique, de machin, et surtout après derrière comment je transforme, parce que tout ça c'est du temps, de l'énergie, souvent ça te coûte même du pognon. Comment je fais pour rentrer dans mes frais, voire même dégager un petit quelque chose qui me permet de justifier cette activité-là et de pas bosser 7 sur 7. Tout à fait. Du coup, tu parlais de composition juste à l'instant. Tu as 2 groupes pour moi, tu as Nazgul et Felbeast, même si c'est plus un projet de confinement Felbeast qu'autre chose. Est-ce que tu peux nous caractériser un petit peu les 2 en chansons? On va dire quelle chanson correspondrait le plus à Nazgul et l'autre à Felbeast. C'est chaud. C'est compliqué. C'est compliqué. Dans l'état d'esprit, tu vois, dans l'état d'esprit, ça serait plus un bon vieux Dying Fetus, je pense. Ça marche. Wrong One to Fuck With. Ça, c'est plus l'état d'esprit de Nazgul. De Nazgul d'une manière générale, même si c'est plus death que black. Et concernant Felbeast, le groupe qui s'y rattacherait, ça serait peut-être plutôt 1914. Et le morceau a un nom à rallonge. Je crois que si tu tapes ACM, tu dois pouvoir le trouver. Ah oui, c'est corde autocanon mitrailleuse. Parfait, mais on parle de Felbeast. Comment c'est créé Felbeast? Felbeast à la base c'était un projet. Loïc, c'est un mec qui a énormément de talent et de potentiel, et qui a passé des années dans sa piole à faire beaucoup de musique et à ne rien montrer à personne, sauf à ses potes de temps en temps en bagnole et tout. Et moi je trouve ça dommage. Et on en parlait énormément quand l'EP de Nazgul est sorti. Où je lui dis, mais tu sais, en gros, si un clampin comme moi arrive à le faire, tu devrais pouvoir t'en sortir aussi. Il n'y a pas de problème, quoi. Et je pense qu'il y avait peut-être pas forcément encore cette envie ou la confiance nécessaire pour faire le truc soi-même et s'exposer, comme quand tu fais. Dès que tu fais quelque chose, de toute façon, t'es critiqué, jugé, tout ce que tu veux et tout. Donc voilà, il y a des gens qui s'en foutent et il y a des gens pour qui c'est peut-être un petit peu plus dur. Donc voilà, donc on avait prévu un peu. Au début, c'est parti un peu à la manière d'une blague de on fera un EP, on fera un truc et tout. On s'est retrouvés en confinement. Et là, on s'est dit, et moi, c'est arrivé pile poil juste avant le changement majeur de déménagement, région, etc. Et tout. T'étais à Paris alors. Et voilà, j'étais en région parisienne, j'étais dans l'Oise, pas très loin de Paris. Tout ça, c'est des Parisiens. C'est le Nord, quoi. Et donc, du coup, c'est le Nord, exactement. On s'est retrouvés chez lui sur 4 jours, je crois.
C'était 4 jours et le but c'était de faire 3 morceaux, voire peut-être 4, mais 3 morceaux en 4 jours. Okay. Donc on a gardé ces trois là, qui sont un bon reflet de l'état d'esprit en fait. Tu as du truc. Enfin voilà, le machin s'appelle En temps de guerre parce qu'on venait juste d'avoir le Nous sommes en guerre de Macron, etc. C'était un exutoire en fait. C'était un exutoire parce que c'était aussi une manière de faire de la musique, on va dire différemment. Avec une autre personne, avec une autre sensibilité, avec un autre truc. Enfin, tu vois, on a écrit quasiment la moitié d'un morceau avant que Loïc me dise non, je vois pas où on va avec celui-là, je le sens pas, je suis pas fan. Non, j'ai dit ok, bah très bien, bah on arrête, on recommence. Puis après, en fait, quand ça venait naturellement, c'était beaucoup plus facile. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment d'écrire sur le vif, d'arranger sur le vif, de l'enregistrer, voilà, de programmer des batteries par-dessus et tout, et d'envoyer tout ça. Et après, Loïc s'est chargé du chant un petit peu plus tard. Moi, j'ai écrit les textes et voilà, il s'est chargé du chant parce que vraiment le chant c'est un truc qui est complètement hors de ma portée. Enfin voilà, j'ai pas ni la technique ni le temps de travailler et tout. Et puis lui, il a une très belle voix déjà. Il scream super bien. Il y a un truc naturel en fait qui se passe. C'est quelque chose qui est plus, comment dire, peut-être, je vais pas dire qu'il demande moins d'efforts, mais qui est plus naturel chez lui. Donc voilà. Et puis je pense qu'il a un peu l'influence, tu sais, d'Evin Townsend, tu vois, du côté je vais compenser peut-être un manque de technique, on va dire traditionnel, ce genre de choses, par la volonté de sortir quelque chose. Donc voilà, donc il a proposé des trucs et tout. Et une fois que Clément a eu fait un prémix, on a dit ah ouais, non, c'est bien, ça marche bien, c'est super cool. Puis c'était la première collaboration avec Clément Durin. Et ça s'est super bien. Ouais, Clément Durin. Et ça s'est super bien passé parce que Clément, il est très pro dans sa démarche. Il veut vraiment que les artistes soient satisfaits. Il est prêt à tout, dans la limite de la légalité. Mais non, mais vraiment. Tu peux lui redemander même 2 mois après de rouvrir la session, de retoucher un truc, il le fera. Enfin, tu vois, c'est vraiment, il t'accompagne jusqu'au bout du truc. Et comme je connais un petit peu, parce que j'ai été confronté à ça, je voyais bien Loïc commencer à dire ouais, alors est-ce que tu peux mâcher un peu plus de caisse claire sur tel truc, un peu de machin. Tu commences à dire ouais, hop, stop les gars, temps mort, il faut que le temps ça soit terminé. Donc voilà, parce que moi j'avais soumis le projet au label, enfin le label qui a sorti Nazgul à Music Why et tout, et qui était tout à fait d'accord et enchanté que je sorte un truc. Et donc voilà, et donc c'est arrivé derrière. Moi je me suis démerdé pour avec mon pote Daniel de Bionic Audio, le Canadien, pour faire une vidéo, enfin l'EP en format vidéo, tu sais, avec une petite animation et tout derrière, que ça soit sur YouTube et tout. Voilà, que ce soit dispo sur Bandcamp. Après, je l'ai pas fait spécialement référencer sur Deezer, Spotify, etc. parce que j'étais pas encore utilisateur de ces plateformes et que c'était pas vraiment un réflexe. Pour moi, la musique en streaming, c'est pas encore tout à fait. Enfin, ça devient, mais voilà. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et après, j'ai l'impression que c'est aussi une bande de potes parce qu'il y a Reda qui pose un solo dessus, il y a Clément Durin qui pose un solo dessus, il y a aussi Romain qui pose un solo. C'était les gens avec qui on bossait à ce moment-là, et je me suis dit, enfin tu vois, si on doit avoir une, enfin j'avais envie qu'on ait une valeur ajoutée, un truc à proposer, parce que déjà le projet sort de nulle part et voilà, c'est pas forcément facile. Enfin ma communauté YouTube, je sais qu'elle est pas forcément amatrice de métal et de métal extrême. Là, ça allait vraiment, ça tapait dur et tout. Je me suis dit, il faut qu'on ait moyen de proposer une valeur ajoutée. En plus, on peut faire participer des gens qu'on aime bien et qu'on des univers très différents. Et derrière, c'est con, mais tout simplement, ils peuvent aussi en parler un petit peu sur leur support. Et nous, on a un peu plus de chances d'être exposés en fait, suite à ça. Donc d'avoir fait tout ce travail, mais de pouvoir du coup, ça a été carte blanche. Romain, il a renvoyé son truc, il a fait ça. Je sais pas, il a dû faire ça en 2 prises et tout. Enfin voilà, il a fait son Romain. Il a laissé tourner le truc. Il a improvisé et tout, et c'était vachement bien. Reda, c'était marrant parce que du coup, il est arrivé avec, on lui avait laissé
on va dire volontairement une grille un peu con, tu vois. Il y a pas grand chose harmoniquement. Ouais. Ça enferme très vite et tout. Et lui, il arrivait avec un truc à la Polyphia, comme il fait d'habitude, quoi. Et Clément, il a fait une dinguerie à la John Petrucci. Enfin voilà, c'était ouf, quoi. C'était vachement bien aussi de se dire, bah c'est cool parce que ça permet de voir comment ces gens-là, bon, qui à la base sont plus méconnaissance à moi, mais comment est-ce qu'ils interprètent cette musique-là, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire par-dessus ce discours-là. Et je sais que Romain m'avait dit, putain, s'il te plaît, c'est... Enfin, en gros, ça respire pas dans le sens où ça s'arrête pas pendant une seconde. Bah non, justement, c'est la guerre. C'est ça. Et voilà. Donc, du coup, voilà. Alors que bon, aussi, il y a quand même 2 ou 3 moments où ça ralentit un peu, il y a des petits passages. Tout le temps. Mais ce Romain, c'est une petite nature. Il aime pas quand ça blaste. Ça marche. Et est-ce qu'il y aura un Fellbeast 2 ou des concerts en cours ou pas du tout? Alors concert non, Okay. Non, parce qu'il n'y a pas de groupe, autour, et puis bah il y a que ces 3 morceaux là, donc ça voudrait dire aussi se remettre en composition, etc. Et là clairement j'ai d'autres projets. Okay. Fellbeast 2, moi j'ai sketché quelques idées par-ci par-là, mais c'était plus en format bloc-notes que vraiment autre chose, en me disant si jamais il y aura déjà une matrice, quelque chose à proposer au moins pour 1 ou 2 morceaux, un truc qui pourrait être sympa et tout. Mais là en fait j'ai déjà beaucoup à faire avec la chaîne YouTube. Ah, oui. J'ai pas mal à faire avec Nazgul aussi, puisque du coup il y a quand même un album qui va sortir enfin parce que putain ça a été long. Mais voilà, et donc du coup j'aimerais quand même bien qu'on puisse le défendre un petit peu, qu'on puisse le présenter aux gens dans son intégralité, etc. Donc ça va demander aussi du boulot et tout. Puis bon, j'ai envie que le groupe passe un certain stade en termes de rodage de show et tout, qu'on puisse vraiment avoir un truc, enfin qu'on travaille sur l'ambiance aussi, ce qui serait là. Jusque là on a été quand même un peu détente et tout, c'était brutal dans la musique, mais l'attitude était plus comment dire, punk. Enfin on sourit trop d'une manière générale. Pour des mecs du black metal on a l'air trop heureux. Donc ça le fait pas. Mais peut-être travailler sur de l'ambiance, des choses comme ça. Et puis après j'ai là cette année j'ai perdu mon grand-oncle qui était comme mon grand-père en fait pour moi. Donc ça a été un passage un peu difficile et un peu douloureux comme tu t'en doutes. Et j'ai écrit un morceau que je veux pouvoir enregistrer. Alors là pour l'instant il est, tu sais, écrit, arrangé, maquetté, etc. Il faut juste que j'arrive à passer le cap d'aller en studio et de le faire. Et un truc qui est vraiment différent pour le coup, on est plus sur de l'ambiance, on est plus sur alors il y a quand même un peu d'overdrive, de disto à un moment, parce qu'il faut pas déconner, mais voilà, on est plus sur de l'ambiance. C'est très différent de ce que j'ai pu faire avant, et voilà, et ça serait plus dans mes priorités, parce que j'ai envie de pouvoir sortir ce truc là, tout simplement déjà de pouvoir le proposer en version digitale, une petite série en version physique, pouvoir faire un clip, pouvoir aller jusqu'au bout, parce que c'était vraiment une vision d'ensemble assez poétique du truc. Et puis voilà, moi ça me permettra aussi, c'est aussi une manière de faire le deuil, tout simplement. Il y a des gens qui ont besoin de faire certains trucs pour se sentir mieux, et moi je pense que c'est ça. Et là j'en suis encore à l'étape de c'est difficile d'aller en studio et de se replonger, tu vois, là-dedans et tout, de le vivre émotionnellement. Ça peut être un peu compliqué, et voilà, et surtout dans une période où t'as énormément de taf, où t'es très très sollicité, c'est pas un truc que j'ai envie de faire par-dessus la jambe, tu sais, filer 2 heures au studio, enregistrer 2 grattes et tout machin. Je veux vraiment qu'il y ait, je vais pas dire un cérémoniel, mais quand même un côté un peu rituel, parce que c'est aussi pour pouvoir exprimer un truc que je le fais. Donc je veux pas le faire n'importe comment, on va dire. Toujours mixé par Clément, toujours mixé par Clément. L'album de Nazgul, il a été entièrement mixé, masterisé par Clément, qui a retouché un nombre incalculable de fois, parce qu'il est comme ça, il est perfectionniste, et voilà, et c'est très cool, parce que c'est vachement bien, et puis de pouvoir lui demander son avis, des conseils, c'était chouette. Et le I Divided, donc le single, aussi par Clément. Je vais en studio, je ferai juste
Je pense que je ferai juste les prises, tu sais, avec le Invader, c'est les pédales et le Captor X, c'est directement, et qu'après, on jouera avec les comment dire, les prises, enfin voilà, les simus de câbles, de micro, d'IR, etc. pour avoir une réponse, rajouter quelques trucs, et voilà quoi. Les voix sont déjà enregistrées par rapport à la maquette. Donc, entre guillemets, il n'y a plus qu'à, mais c'est pas évident. Et est-ce que je te fais la parenthèse, est-ce que tu as écouté l'album de Kian Kojandi? Tu sais, moi, je suis un grand fan de Kian. L'album qu'il a sorti, il s'appelle L'Horizon des événements. Non. Ok. Je te conseille d'aller l'écouter et d'écouter un petit peu comment il a fait. Il s'est auto-interviewé, si tu veux, sur un bon moment. Et pareil, c'est suite à un deuil, le deuil de son père et le deuil d'une relation amoureuse qui s'est enfermée du coup à Toulouse avec l'arrangeur de Big Flo et Oli. Et il en parle beaucoup mieux que moi je peux en parler, et vraiment il est passé par des phases assez compliquées, et pareil, en fait tout cet album est un album de deuil, de faire le deuil. Donc il a fait un album pour faire son deuil. Je te conseille d'aller écouter et d'aller un petit peu chercher comment il a fait certaines chansons et comment il a fait sa tracklist aussi, qui est vraiment vachement intéressante. D'accord. Je te remercie pour la reco, parce que effectivement c'est complètement dans la démarche. Tout à fait. Et des concerts de prévus pour Nazgûl en ce moment ou pas du tout? Le 30 octobre à Valence. Ok. Donc à la fin vraiment dans pas longtemps. Donc on jouera au Saloon chez Jean-Louis avec Moonreich. Voilà, sur octobre. Après, en termes de concerts à proprement parler, non. En termes d'événements, il y a des trucs. Le 11 et le 12 novembre, je suis parrain de l'édition 2022 du Dragfest au Petit Quevilly, à côté de Rouen. L'Astrolabe, avec des groupes de qualité comme Beyond the Sticks, Exodust et compagnie. Donc voilà, moi je serai parrain de l'événement, donc je serai là pour la partie, on va dire, un petit peu cérémonie, ouverture, fermeture, etc. Et derrière, je ferai une petite masterclass aussi, rapide pour le coup, mais une petite masterclass, parler de Nazgûl, présenter un petit peu le projet. L'idée, c'est que je vais aussi planter quelques graines, parce qu'on sait jamais si en 2023 ils ont envie de nous faire jouer, ça pourrait être cool. Le 19 novembre, je rejoins Julien Bitoun et les Angels pour le Guitar Fest à Clichy. Et là, je serai accompagné d'Anne-Sophie, logiquement. J'espère, je croise les doigts très fort. Et donc voilà, et on jouera des trucs qui n'ont rien à voir avec le métal, mais que ça sera super bien. Donc je dis rien pour pas gâcher la surprise. Parfait. Mais ça va être chouette. Et ensuite, le 27 novembre, je suis au Salon de la Musique à Rouen. Je fais un petit reportage là-bas, et j'ai une conférence de 45 minutes sur la guitare électrique métal. Et pareil, je vais en faire le rapprochement avec Nazgûl et le métal extrême. Tout à fait. Parfait. On va finir notre playlist de l'espace de Gaël Liger par deux petites recommandations. Est-ce que tu aurais des artistes à recommander ou à redécouvrir? J'ai te filé carrément, parce que là je vois que ma playlist elle fait que 8 morceaux, donc ça va pas être très long. Ouais, mais c'est très bien. Après tu parles beaucoup aussi, Gaël. Donc... Ouais, je suis désolé. Pas de soucis, t'inquiète. Je suis désolé, je suis ultra bavard. Je vais te recommander alors un morceau qui moi en ce moment me fascine, c'est White Worm de Marty Friedman. Parce que un peu le shred quand même. Ouais, tout à fait. Sur l'album Wall of Sound. Parce que il est vraiment techniquement c'est super cool, mélodiquement c'est super cool, au niveau de la construction c'est chouette aussi. Toutes les sonorités qu'on aime bien chez Marty Friedman, tu sais, c'est un peu, tu vois, il y a une sonorité un peu asiatique, etc. C'est très très chouette. Voilà. Et ensuite, dans un truc qui n'a rien à voir avec le métal, et là vous allez quand même vous rendre compte, parce que là j'aurais pu taper dans un vieux truc de black metal. En fait, j'hésite soit un des, on va dire, des standards de black metal. Est-ce que tu m'autorises à en mettre deux encore? Bien sûr, évidemment, vas-y. Merci, c'est gentil. Alors, là, je te dirais un artiste de jazz que m'a fait découvrir Julien Bitoun, qui s'appelle Julian Lage, L-A-G-E. Il a un morceau qui s'appelle Persian Rug. Et voilà. Et on va finir quand même, parce que si je veux garder ma carte d'adhésion au Club de Satan, on va finir par Freezing Moon de Mayhem. Ah oui. Parce que quand même, faut pas déconner, quoi. Parfait. Très intéressant.
d'ailleurs, si vous êtes curieux, il y a une version quand ils ont été introduits à l'espèce de, enfin, je pense que c'est l'équivalent du Hall of Fame, Hall of Rock Fame, je sais pas quoi. Ça doit avoir lieu en Suède, en Norvège, enfin dans un bled où il fait froid, tu vois, comme ça. Et en fait, t'as tous les mecs de la scène norvégienne de cette époque-là. Donc t'as Samod d'Emperor, t'as Gal de Gorgoroth, etc. qui jouent Freezing Moon devant Mayhem, où les mecs sont posés sur un canapé, écoutant, en train de dire, ils sont pas mal en train de faire des covers de nous et tout. Elle est démente cette vidéo, et Gal de Gorgoroth, c'est un personnage. Si vous avez l'occasion de voir quelques interviews, parce qu'en vrai, il a l'air tout à fait sympathique, mais il est dans son rôle, tu sais, de mec possédé, tu vois. Les grands yeux, le regard fixe et tout, t'as l'impression qu'il va essayer de te disséquer vivant. Et donc voilà. Donc là, ça fait 11 morceaux. 11 petits morceaux. On est à 48 minutes, c'est parfait. Mais si tu veux mettre, c'est pas mal ça. Si tu veux mettre un dernier, il y a pas de souci. Écoute, à ce moment-là, on va finir un peu comme on a commencé, par un truc qui fait bouger direct. On va finir par un petit Dean Town de Vulfpeck, que je puisse me réconcilier avec nos amis bassistes. Pourquoi ce morceau d'ailleurs? Parce qu'il est fantastique. Il est trop bien. Il est absolument incroyable. Moi, Vulfpeck, c'est un truc que j'ai découvert un peu par hasard, parce que voilà, je voyais beaucoup les trucs de Corey Wong et tout, et tu sais, comme quand je sais pas faire un truc, ça me fascine, et voilà, et ce côté main droite hyper laxe et tout, moi, tu vois, c'est totalement l'inverse de comment je joue à la main droite, où tu sais, la main est serrée, etc. Il y a une prise sur le médiateur, il y a un angle, tu utilises un truc épais, pointu, en métal et tout, et lui, il est là avec, tu sais, une lamelle en plastique, la main comme ça, et c'est tout le poignet qui bouge et tout. Donc je trouvais ça assez cool, et en fait, en découvrant le morceau de Dean Town, je me suis dit, mais putain, mais depuis quand un morceau où la basse est principalement mise en avant m'avait pas fait cet effet-là, en mode, tu t'es obligé de bouger la tête, en fait, tout simplement. T'es obligé. Donc voilà, c'est une offrande de paix envers nos amis bassistes. On a besoin de vous, les gars. Eh bien, j'apprécie fortement. Moi, ce morceau, je l'ai découvert avec le clip. C'est un clip, tu sais, un petit peu noir et blanc, un petit peu vraiment très bizarre, avec à chaque fois il tournait. Enfin, t'as la caméra qui tournait, c'est on va dire un petit plan séquence. Et déjà, ça commence par un long passage juste à la double croche, à la basse. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et quand j'ai vu ça, j'ai vu le plan, je me suis dit, putain, mais c'est excellent, quoi, c'est trop bien. En fait, c'est ça qui est cool avec Vulfpeck, c'est que en plus d'avoir le fond, ils ont la forme. Exactement. Tu regardes toutes leurs vidéos. Le live au Madison Square Garden, je crois que c'est filmé au téléphone portable, et c'est un long plan séquence, en fait. Il y a très peu de coupes ou quoi que ce soit. Ça va à l'encontre de tout ce qui se fait. Je sais plus quel morceau. Je crois que c'est le morceau c'est peut-être Corey Wong. Où le morceau, enfin, tu sais, t'as genre l'audio description de ce qui se passe à l'écran. Tu vois, genre, machin se met en position 4 sur sa strat et tout, genre, truc arrive avec la basse, machin truc, commence avec un fil de batterie et tout. J'ai trouvé le concept génial. C'est ça. De faire l'audio description de la musique, enfin. C'est trop bien. Voilà, non, mais ils sont trop bien. Allez écouter Vulfpeck, parce qu'ils sont super bien. Et allez écouter aussi, je sais pas si tu connais, un des guitaristes qu'il y a dedans, qui s'appelle, putain, j'ai mangé le nom. Je l'avais. Théo Katzmann. Théo Katzmann, merci. Théo Katzmann et son groupe, Théo Katzmann and Four Fine Gentlemen, je crois. J'avais vu la session sur Audio Tree Live. Alors lui, en plus de, tu vois, c'est un peu une réincarnation de Freddie Mercury, quoi. Parce que le mec. Exactement, tout à fait. Alors déjà au Madison Square Garden, t'as un passage qui est très très Queen dans l'esprit, où tu sens qu'il se fait plaisir et tout. C'est un méchant guitariste. Clairement, il est très très bon. Et ce groupe-là avec lequel il tourne, cette session de chez Audio Tree Live, elle est fantastique. Elle est parce que c'est de la bonne pop, matinée de rock, de funk, c'est ça. Il y a tout. Enfin, tu sens vraiment que c'est des mecs, en fait, ils se sont pas posé la question de on est un groupe de quoi, ils se sont plus posé la question de qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on veut faire. Et tu sens qu'il est là et qu'il traque le truc et tout. Et après, Corey Wong, moi, il me fait ultra rire avec tu sais, il avait fait une espèce de talk show où il invite des gens. Mais il continue toujours, il continue. Ça faisait un moment que j'avais pas regardé, mais dedans, avec les pubs, genre les pubs façon, tu sais, produits pharmaceutiques, genre You Suffer from Bad Tone, le truc avec la pédale et tout, etc. Le mec, avant, j'avais un son de merde, mais maintenant, grâce à Bidule, je trouvais ça génial. C'est parfait, quoi. Il avait fait aussi avec le talk show, il avait fait venir Victor Wooten, et c'était monstrueux. Déjà, le bassiste avec qui il joue, Sonity,
Il est monstrueux, c'était un ancien bassiste de Prince, il me semble. Il joue, si tu veux, avec à l'envers. Il joue avec la corde grave en bas. D'accord. Voilà. Et c'était un jeu mais hallucinant, quoi. Va écouter ce bassiste, il est monstrueux, quoi. On va se faire un petit tour de ta playlist de l'espace, Gaël. On a commencé par Don't Stop Me Now de Queen, Carbon From Hell de Pantera, Violette de Connor Price. Très intéressant, j'irai écouter. Gom Jabbar de Hans Zimmer, super. Slow Dancing in the Burning Room, ça c'est le petit hommage. Ça c'est pour Alex. Je tiens à le préciser, si des gens prennent le truc en cours de route, c'est pas moi, c'est Alex. C'est pour Alex. Black Flames March de Wetten. Un petit Dying Fetus, un petit aussi 1994, ça c'est pour représenter 1914. 1914, faut laisser le temps, c'est pareil, tu vois, le morceau il fait quasiment 8 minutes. 7 minutes, ouais. Il faut vraiment il faut se laisser le temps. Ouais. Il y a toute une mise en place du truc. Par contre, quand le riff part, ça part. Là, clairement, t'as envie de changer ton AK, tu sors ton AK-47 ou ton 12, tu le charges, et puis tu pars tirer en l'air, tu fais une révolution tout seul dans la rue de ton village. Okay. Tu vois. Parfait. White Worm de Marty Friedman. Un petit Julian Large que je connais pas du tout. Je pense que ça va te plaire. C'est très très cool. J'ai écouté ça. Mayhem évidemment, puis on finit par Vulfpeck. On est très très bien, 56 minutes de pur n'importe quoi, mais ça va dans tous les sens en fait. Mais ça ressemble vraiment pour le coup à mes playlists. Voilà, c'est pas histoire de me donner un genre et tout. C'est vraiment ça part dans tous les sens en fait. Enfin, je pense que c'est ça quand t'aimes la musique. Tu vois, tu vas chercher un peu partout en fait, quoi. Exactement. Tu vas découvrir des trucs. Voilà, là je suis en train de me pencher sur Alan Holdsworth. Alors c'est comme avec Zappa, tu vois, je comprends pas encore tout ce qu'il fait. Enfin non, je comprends pas du tout. C'est très très chaud à comprendre. C'est très compliqué. Mais je sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Et je pense qu'il faut être curieux. Il faut être curieux de tout. Il faut pas s'enfermer dans un truc. Non. Et on dit souvent que les métalleux sont assez fermés d'esprit musicalement et tout. C'est vrai pour certains. Il y a comme dans tous les comme milieux, dans tous les styles. Il y a les gardiens du temple et tout. Mais je pense que si tout le monde faisait l'effort d'aller chercher, tu vois, un petit peu d'informations, d'aller s'intéresser à autre chose. Tu vois, j'espère qu'il y a des gens qui, tu vois, des fans de Julian Lage qui vont se laisser tenter à aller écouter Freezing Moon en se disant bon, on est pour 6 minutes, puis après il y a un Vulfpeck, c'est cool et tout. Essayer de piger un peu l'esprit et l'idée. Tout à fait. Tu vois, j'avais fait un truc là dans un petit village qui s'appelle La Bouille en Normandie. J'avais été invité pour une cette fois-ci une masterclass entre guillemets, même si j'aime pas vraiment le terme. Le truc c'est que c'était pendant un festival de musique, on va dire, t'en avais vraiment de tout. Le M Festival qui a lieu fin août, voilà, là-bas. Et ils m'ont demandé, alors à la base, ils m'avaient proposé de jouer avec Nazgûl. J'aurais dit très honnêtement, je pense pas que les gens soient réceptifs à ce qu'on fait parce que voilà, ils les connaissent peut-être pas. Et effectivement, en arrivant sur place, je me suis rendu compte, public très familial, ou alors de personnes un peu plus âgées, etc. Donc du coup, on a pris le truc à l'envers. Je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, moi, si vous voulez, je vous fais un truc, découvrons le métal et ce que c'est, ensemble. Et moi, je vous parle de mon expérience et je vous joue quelques morceaux de Nazgûl, etc. Et j'ai eu que des retours positifs. Truc pédagogique, quoi. C'est super bien. On se rendait pas compte. Machin, je connaissais pas. Ça, c'était intéressant et tout. Et alors, l'anecdote de ouf, parce qu'on était encore en plein dans la période Stranger Things, je vois devant, il y avait 2 gamins avec 2 frangins, tu sais, genre 8 et 11 ans, quoi, avec les t-shirts Metallica. Et puis, je regarde, je fais les gamins, les gosses, vous aimez Metallica? Ouais. Puis tu sais, je leur joue le riff de Master of Puppets. Les gosses qui pètent un plomb, qui entendent leur c'est comme dans Stranger Things. C'était trop mignon, tu vois. C'est trop cool. Mais tu vois, ça ramenait des gamins vers Metallica à tel point qu'ils ont déjà les t-shirts. À 8 ans, ils ont déjà les t-shirts, tu vois. C'est fantastique. Donc je pense que c'est bien, en fait. Il faut faire un effort d'ouverture et tout. C'est comme moi les premières fois où j'ai écouté du jazz ou des trucs comme ça. Il y a certains trucs, oui, effectivement, ça me touche pas. Vraiment, ça passe pas. Mais faut essayer, c'est comme les brocolis. Exactement. Faut goûter avant de dire qu'on aime Pareil. pas. Parfait. Moi, la première fois que j'ai écouté Jaco Pastorius, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait ce type? Qu'est-ce qu'il joue, quoi? J'ai pas eu tout ce qu'il fait. Et après, c'est en faisant de la basse et en comprenant un petit peu
qu'est-ce que c'était comme instrument, la basse, que je me suis dit putain, effectivement, c'est un putain de bon bassiste. Bah clairement, mais c'est important. Puis après, nous on a encore un regard différent parce que des fois on peut ne pas forcément apprécier un artiste, mais quand on commence par curiosité à bosser, à plancher sur son style. On est acteur du truc, tu vois, de la compréhension. Ouais. Après, faut pas oublier qu'on va dire 90% des auditeurs sont, on va dire, c'est pas péjoratif, hein, mais sont consommateurs de musique. Tout à fait. Donc, faut qu'ils arrivent à trouver un truc et tout. Et là, c'est plus difficile déjà de développer une curiosité quand t'es consommateur de musique, tu vois. J'aime pas spécialement le terme j'écoute de tout. Ouais. Non, il y a bien un truc qui te fait un petit peu plus d'effet que d'autres choses. Ça peut être, je sais pas, ça peut être la Machina des années 2000, voilà, personne ne te juge. Hein. Mais tu vois, écouter de tout, c'est écouter de rien. Tu vois. Bon, j'aime bien tel truc, ou voilà, sans rentrer spécialement dans le détail, mais au moins essayer d'arriver à cadrer stylistiquement un petit peu, ne serait-ce que pour pouvoir ouvrir une discussion. Ah bah si t'aimes bien tel type de pop, bah tu peux peut-être gratter tel truc, tel machin, tel truc. Enfin voilà, je pense que c'est important. Nickel. C'était un plaisir, Gaël. De t'avoir reçu. Plaisir partagé. Dans la playlist de l'espace. Plaisir partagé, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Grave. Et je te préviens quand je repasse dans le sud-ouest pour qu'on se fasse notre magasin. Ah, mais ça, par contre, oui, ça c'est obligatoire. Obligatoirement. Ça marche. Bah, je redescendrai peut-être voir les parents là dans pas très longtemps, je te tiendrai au courant. On se tient au courant, puis on se fait un petit magret de ces quatre. Ça marche. Merci Gaël, à très vite. Bah, merci à toi, à bientôt. Ciao.